こんにちは。殺人短編動画へようこそ。連続殺人者の犯行動機や心理はどのようなものだったのか。今回のケースは日本の殺人 on YouTube。Dans la soirée du 6 août vers 20h45, la police métropolitaine de Tokyo a été appelée en urgence pour un incident majeur qui aurait bien pu tourner au massacre. Plusieurs appels affolés venaient de leur signaler qu'un forcené avait poignardé plusieurs personnes dans la voiture d'un train de la ligne Odakio-Dawara, maintenant arrêtée à la station Soshigaya-Okura. Les secours d'urgence et la police arrivaient très vite sur les lieux du drame, y trouvèrent 10 personnes plus ou moins touchées par des blessures au couteau dont, fort heureusement, aucune ne décédera ou ne sera trop grièvement blessée. Dans le wagon, des taches de sang, un couteau de cuisine brisé en deux, une flaque d'huile et un téléphone portable au milieu. Mais que s'est-il passé ? Le 6 août vers midi, Tsushima Yusuke, 36 ans, sans emploi, célibataire et vivant chez ses parents à Kawasaki, fut pris en flagrant délit de vol à l'étalage dans une épicerie fine du quartier de Shinjuku, dénoncé à la vendeuse par une cliente que le suspect désignera comme une femme riche et hautaine. Emmené dans le bureau de la patronne de la boutique, il sera fouillé par un vigile et l'on trouvera un paquet d'olives et un autre de bacon, ainsi qu'un couteau de cuisine caché dans son sac à dos. Sermonné par la directrice de l'établissement, il fut relâché et put rentrer chez lui. Lors de son arrestation et de la déclaration publique qu'il fit, il déclara « J'ai été humilié par ces deux femmes qui m'ont pris pour de l'âme. Alors je suis rentré chez moi. Je voulais retourner au magasin pour leur montrer qui je suis, alors j'ai pris un couteau, de l'huile et un briquet. Mais en arrivant là-bas, le magasin était déjà fermé. » Mais en rentrant, dépité, chez lui après avoir trouvé porte close, il eut une idée terrible et décida de s'exécuter. À ce propos, il déclara « À cet instant, je me suis senti comme un moins que rien, humilié par les femmes et par la vie, et même incapable de me venger. Je ne peux plus voir en peinture ces gens heureux et ces femmes hautaines qui se croient supérieures à moi. Alors j'ai décidé d'aller prendre le train et de tuer un maximum de gens avant de mettre le feu. J'ai choisi la ligne Odakio parce qu'il y a beaucoup de gens riches qui la prennent et des étudiantes de l'université pour femmes qui me regardent toujours de haut. Je voulais tuer au moins une de ces femmes et après, le plus de monde possible. » Alors mettant son plan à exécution, il prit la ligne de train express, celle qui ne fait que très peu d'arrêts. Dès son arrivée, il cibla une étudiante de 20 ans qui portait sur son sac le blason d'une prestigieuse université et, sortant son couteau, l'attaqua par derrière, la frappant de 7 coups de lame dans le dos, le cou et les épaules. Puis, sans discernement, il frappa 9 autres passagers, principalement des femmes, avant de casser le manche de son arme en frappant sa dernière victime au niveau d'une omoplate. Alors, il versa le contenu d'une bouteille d'huile de cuisine sur le sol et essaya, forcément sans succès, de l'allumer. Au milieu des cris de douleur et de terreur, nombre de passagers purent filmer la scène discrètement et l'on peut y entendre l'étudiante blessée demander de l'aide, une passagère qui saignait abondamment demander une serviette pour arrêter l'hémorragie, ou bien encore un homme qui demandait, agacé, à ce que l'on appuie sur le bouton d'alarme. Mais personne parmi les hommes présents dans la voiture n'est intervenu pour tenter d'arrêter le forcené. Arrivé à la station Soshigaya-Okura, Tsushima prit la fuite et disparut dans les rues. Un avis de recherche fut immédiatement lancé et des patrouilles se lancèrent à sa recherche dans toute la ville, mobilisant aussi les services de sécurité des nombreuses lignes de train et de métro de la capitale. Devançant la troupe, l'homme se rendit dans un convenience store du quartier de Suginami et s'avançant vers la caissière médusée, il lui dit « Les attaques au couteau dont il parle aux informations, c'est moi. Je suis fatigué, je ne veux plus tuer des gens. » Immobilisé par des employés du magasin, il a été appréhendé par la police vers 22h20 et placé en garde à vue. Il s'est répandu en déclaration dès son arrestation et devant les journalistes qui filmaient son transfert vers le centre de la brigade criminelle. Mis en examen pour suspicion de tentative de meurtre multiple, la dernière déclaration de Tsushima fut « Je suis très déçu de n'en avoir tué aucun. Il risque la prison à perpétuité. » Affaire à suivre. Le 3 août à 19h05, les passagers de la ligne Keikyu ont eu une terrible explication de la part du personnel de la ligne quand ils demandèrent pourquoi le train s'était soudainement arrêté et ne repartait pas.
En effet, quelques minutes auparavant, à la station Keikyu Taura, un jeune collégien de 13 ans s'était jeté contre l'express qui passait à ce moment-là, causant l'effroi chez les usagers qui attendaient sur le quai et chez le conducteur du train qui vit le jeune garçon sauter devant lui, ne pouvant hélas rien faire pour l'éviter. Malgré la rapidité d'intervention des secours, le garçon, élève en 2e année au collège de Taura, a été déclaré mort, certainement tué sur le coup par la violence du choc. Son cartable retrouvé sur le quai ne semble pas comporter de message et les enquêteurs sont actuellement en train d'éplucher ses réseaux sociaux et d'interroger sa famille et ses camarades de classe pour tenter de comprendre ce geste désespéré et ce qui a pu le motiver. Nous en avons souvent parlé dans Petit Satsujin, mais les suicides infantiles, à nouveau en hausse depuis quelque temps, sont la plupart du temps motivés par des problèmes de harcèlement scolaire ou en ligne. Pour l'instant, les raisons de son geste sont inconnues. Affaire à suivre. La guerre qui fait rage depuis des années entre les gangs Yamaguchi-gumi et sa branche autonome de Kobe vient de connaître une nouvelle escalade. Le 6 août dernier, un important shategashira du camp autonome de Kobe qui sortait de sa résidence et entrait dans sa voiture a été atteint de 2 balles de calibre 38 dans les fesses. Le tireur, un motocycliste vêtu d'un blouson de cuir marron et d'un casque noir, a immédiatement pris la fuite et est actuellement activement recherché par la police de Kobe. L'incident qui s'est passé dans le quartier de Mitsuishidori a relancé l'intérêt des autorités pour ce schisme meurtrier au sein du plus grand clan de tout le Japon, les Yamaguchi-gumi. L'homme de 67 ans avait déjà fait l'objet d'une attaque violente il y a 2 ans, attaqué au couteau dans un centre commercial alors qu'il faisait du shopping avec sa famille. Là encore, il avait été poignardé dans les fesses. Cette atteinte physique dans cette partie du corps devient la marque de fabrique de certains porte-flingues des Yamaguchi-gumi qui attaquent leurs rivaux plus pour les avertir et les humilier que pour les tuer. Conduit à l'hôpital et hors de danger, l'homme n'a pas voulu porter plainte, mais une enquête pour tentative de meurtre a été ouverte par le procureur et l'unité anti-gang de Hyogo. Les 2 clans ont été placés sous surveillance renforcée par l'anti-gang et la police poursuit son enquête de voisinage pour tenter d'identifier le tueur. Bien sûr, du côté de la victime et de son chauffeur, personne n'a rien vu et n'a aucune idée de ce qui a pu motiver cette attaque. Affaire à suivre. Le 2 août dernier, la police d'Osaka recevait plusieurs appels affolés de riverains du célèbre canal d'Otombori pour signaler une violente bagarre entre des hommes étrangers, puis, plus inquiétant, pour un homme certainement étranger lui aussi qui était tombé dans le canal et semblait se noyer. Quelques instants plus tard, des vidéos amateurs d'une rare violence déferlaient sur les réseaux sociaux montrant effectivement une bagarre et un homme en jeter un autre dans l'eau après l'avoir roué de coups. Les secours arrivés sur place purent repêcher l'homme, mais trop tard. Il fut déclaré mort par le médecin urgentiste sur les lieux. L'homme de 21 ans fut identifié comme un ressortissant vietnamien avec un visa de travail et qui œuvrait comme agent de la voirie. Les enquêteurs purent recueillir de nombreux témoignages de voisins et de passants ainsi que des vidéos amateurs montrant l'agresseur et les hommes présents. C'est vers 20h qu'un groupe de 6 hommes vint s'asseoir près du canal et commença à boire des bières achetées au convenience store tout proche. D'après les voisins, ils en burent une grande quantité et jetaient les canettes vides sur le trottoir et dans l'eau, ce qui attira les regards du voisinage. Une dispute d'abord bruyante puis violente éclata vers 20h15 entre 2 hommes du groupe. Un individu portant un t-shirt blanc et un pantalon noir, décrit comme de type hispanique, se mit alors à frapper la victime, puis, l'agrippant solidement, la jeta dans le canal avant de prendre la fuite. Après analyse des vidéos, l'homme fut identifié comme étant Alberto Cabrera Cruz, 26 ans, ressortissant dominicain et déjà recherché par la police car résident sans visa. Il ne fallut pas longtemps à la police pour le localiser et le 6 août petit matin, il fut arrêté dans un hôtel bon marché du quartier de Nishinari et placé en garde à vue, dans un premier temps pour violation de la loi sur l'immigration. Refusant de répondre aux policiers sans un avocat bilingue mandaté par son ambassade, l'homme a été formellement identifié par les images, des vidéos et des témoins directs. Il est toujours en garde à vue et risque de le rester très longtemps au vu de l'apparente indifférence de son ambassade. Les hommes présents lors de cette bagarre ont presque tous été identifiés et interrogés. 2 d'entre eux en situation irrégulière ont eux aussi été arrêtés. Le procureur d'Osaka demande une mise en examen pour meurtre, jugé au Japon. Cruz risque une peine de 25 ans de réclusion.
Affaire à suivre. Je vous en parlais dans la dernière édition de Petit Satsujin, la police de Nara enquêtait sur la disparition et le meurtre de Sasaoka Junko, une infirmière de 56 ans dont le corps en état de décomposition avancée avait été retrouvé dans un buisson du secteur de Nakamachi. Sa voiture avait été retrouvée sur un parking de supermarché à 1 km 200 de son domicile de Yamato Koriyama et des indices très importants comme des traces de sang et des cheveux collés sur un morceau de ruban adhésif avaient permis aux enquêteurs d'ouvrir une enquête pour meurtre. Les échantillons envoyés à la police scientifique pour analyse ont révélé un ADN différent de celui de la victime, ADN s'avérant appartenir à un individu de type africain. L'analyse des caméras de vidéoprotection porta elle aussi ses fruits puisque la police a réussi à isoler des images datant du jour présumé du meurtre sur lesquelles on voit un homme noir quitter la voiture de la victime, marcher jusqu'à un autre véhicule conduit par un autre homme noir et quitter les lieux précipitamment. La criminelle, grâce à la plaque minéralogique, réussit à remonter jusqu'à l'individu au volant, un ressortissant camerounais qui, après plusieurs jours de garde à vue, finira par donner l'identité du meurtrier présumé. Le suspect demeurant introuvable et craignant qu'il ne quitte le pays précipitamment, échappant ainsi à la justice japonaise, la police de l'air et des frontières fut mise en alerte et un portrait de l'homme recherché diffusé largement dans les aéroports et les ports. Le 27 juillet à minuit, les autorités de l'aéroport de Haneda ont arrêté un homme qui essayait d'embarquer avec un passeport falsifié grossièrement, individu immédiatement placé en garde à vue dans les locaux de la police de l'air. C'est après un recoupement avec l'avis de recherche qu'il fut confié à la police métropolitaine de Tokyo et mis en examen pour meurtre. Après presque un mois d'investigation, les enquêteurs ont enfin réussi à déterminer le mobile de ce crime en découvrant que le compte de Madame Sasaoka avait été débité de 30 millions de yens, environ 230 000 euros, le jour de son meurtre. D'après le porte-parole de la police, le suspect aurait kidnappé Madame Sasaoka sur le parking du supermarché où elle s'était arrêtée pour acheter son déjeuner, puis l'aurait forcée à lui remettre son livret de banque et ses identifiants avant de retirer le maximum possible à un guichet, puis, craignant d'être dénoncé, l'aurait frappé, les traces de sang semblent être des projections nasales suite à des coups violents, puis étranglé avant d'aller abandonner son corps dans les bois. À ce jour, l'homme reste mutique. Il a été mis en examen pour assassinat, vol et kidnapping et risque la prison à perpétuité. Affaire à suivre. Le 28 juillet dernier, la brigade des stupéfiants de Kanagawa arrêtait le principal suspect dans une vaste affaire de trafic d'ecstasy. En avril, les douanes avaient intercepté plusieurs colis de vêtements et de chaussures en provenance d'Allemagne et dont les alvéoles se sont avérés remplis de cachets d'ecstasy, 15 000 au total. La drogue d'une valeur de 75 millions de yens, environ 580 000 euros, avait été analysée et identifiée comme celle retrouvée dans le circuit à plusieurs reprises par la police de Yokohama. La personne à qui étaient adressés ces colis, un ressortissant nigérien de 26 ans, Shinedu Ede Onoeke, a finalement été arrêté par les stupes après des semaines de traque. Placé en garde à vue, il nie fermement les faits et affirme ne pas savoir ce que cette drogue faisait dans les colis que sa famille lui envoyait pour survivre. Mais après la perquisition de l'appartement dans lequel il a été localisé puis arrêté et qu'il partageait avec d'autres ressortissants nigériens, la police a retrouvé des traces de MDMA sur le mobilier et les vêtements, prouvant qu'une drogue de même nature avait transité sur les lieux. L'homme a été mis en examen pour infraction à la législation sur les stupéfiants et risque 7 ans de prison et une très forte amende. Affaire à suivre. Comme nous en avons vu des fétichismes étranges dans cette rubrique qui ne l'est pas moins. Chaussures, sous-vêtements, tabliers et j'en passe, mais je ne désespère jamais de trouver de nouveaux travers à notre chère humanité, et j'avoue être rarement déçu. L'histoire d'aujourd'hui a ensoleillé ma journée et en fera, je l'espère, autant pour la vôtre. Monsieur Ueda Tamio, 55 ans, marié, père de famille et chargé de clientèle dans une grande banque de Wakayama, a plusieurs passions. Son métier d'abord, qu'il fait avec application et sérieux, le golf, qu'il pratique dans un cercle de CSP+, très sélect, et les uniformes. Comme beaucoup de reconstituteurs, il aime revêtir l'uniforme et se glisser dans la peau d'un autre le temps d'un après-midi ou d'une nuit.
Mais voilà, Monsieur Ueda ne rêve pas d'être un grognard de Napoléon ou un GI de la guerre du Pacifique, non. Son rêve à lui est d'être une lycéenne de 16 ans. Et cette passion ambitieuse très inhabituelle lui a déjà causé bien du tracas par le passé. Ne voulant revêtir que des vêtements portés par de véritables lycéennes humaines, monsieur est un puriste, il lui avait fallu se rendre coupable de bien des effractions pour se procurer uniformes marins, joggings et maillots de bain et même annuaires scolaires afin de s'emparer la nuit venue dans la pièce secrète et interdite d'accès à sa famille qu'il s'était aménagée chez lui. Pour ce faire, il avait pris l'habitude de pénétrer par effraction dans les lycées de jeunes filles la nuit et de se lancer à la recherche de ses grâles dans les casiers des élèves, de voler ce qui l'intéressait avant de courir les enfiler chez lui le plus vite possible. Mais voilà, arrêté par la police en plein fric-frac, il avait été condamné à 3 ans de prison avec sursis en 2010 et semblait être revenu à la raison. Mais comme je vous l'ai déjà dit, un ancien alcoolique peut replonger à tout moment et toute sa vie et bien visiblement, un fétichiste de l'uniforme aussi. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que cette nouvelle plongée en enfer s'est opérée d'une manière originale. Le 15 juin dernier, passant près d'un lycée qu'il connaissait bien pour y avoir séjourné nuitamment à maintes reprises, il vit une nuée de jeunes filles passer à côté de lui et visiblement sentit à nouveau ce sentiment d'appartenir à leur groupe remonter en lui de façon irrépressible. N'y tenant plus, il attendit la nuit et se glissa comme une ombre dans l'établissement fermé à la recherche d'un ensemble marin à sa taille. L'objet de tous ses désirs trouvé dans un des casiers, il enfila la jupe et le haut à rabat et commença à déambuler dans les couloirs, s'asseyant derrière les pupitres des salles de classe, accrochant les barrettes qu'il trouvait sur les bureaux aux quelques cheveux gris épargnés par la calvitie qui lui restait. Il joua ainsi une partie de la nuit, puis, pris d'une envie pressante, partit vivre son rêve dans les toilettes pour filles situées dans la cour, une partie ouverte sur la rue et non clôturée, détail qui a son importance. Il profita de ce doux sentiment de plénitude de faire pipi assis, puis, voyant les premières lueurs du jour percer, tira la chasse et sortit. À peine sorti des lieux d'aisance, il tomba nez à nez avec un homme de 31 ans qui faisait son jogging matinal et s'était arrêté profiter du lavabo extérieur pour étancher sa soif. L'homme, comprenant assez facilement que ce qu'il voyait n'était pas normal, entreprit de questionner Ueda sur sa présence ici et le choix contestable de ses vêtements, mais celui-ci, pris de panique, prit la course et le large, vite suivi par le runner en pleine forme. L'improbable course-poursuite dura quelques minutes et je vous jure que j'aurais payé cher pour y assister avant que notre athlète matinal n'appréhende notre lycéenne chauve et ne le livre à la police. Placé en garde à vue et mis en examen pour vol avec effraction, il risque à nouveau une peine de sursis, le sien ayant pris fin en 2014, le délivrant de la prison ferme. Les journaux ne disent pas s'il a été présenté au procureur dans son uniforme flamboyant. Affaire classée, pour l'instant. Les coups de pouce du jour sont pour 3 chaînes de True Crime. Je sais, ça faisait longtemps et du coup, j'ai plus assez de pouces. La première dont je voulais vous parler aujourd'hui est celle de Zelia. Sur sa chaîne, elle aborde les grandes affaires criminelles historiques et internationales, le Dahlia Noir, Jack l'Éventreur ou le Docteur Petiot, et s'attaque au travers de la série SK Ultra aux tueurs en série les plus marquants de l'histoire, Bundy, Allègre ou encore Kroll, le tout avec un ton très agréable, une diction claire et un habillage graphique très intéressant. Zelia a lancé sa chaîne il y a 1 an et sorti plus de 30 vidéos. Elle compte aujourd'hui un peu plus de 1000 abonnés et il va sans dire qu'elle en mérite bien plus, alors un conseil, allez faire un tour sur sa chaîne et abonnez-vous, vous ne le regretterez pas, dites que vous venez de ma part. Mon deuxième coup de pouce du jour est pour la chaîne Salva Crime que j'ai découvert elle aussi grâce à vos recommandations. Sur sa chaîne, elle nous parle d'affaires criminelles internationales et de faits divers souvent assez peu connus, enfin en tout cas de moi, le tout sur un ton assez causerie entre amis que j'ai plutôt bien aimé. Bien sûr, la narration est parfois un peu hésitante, mais la passion qu'elle apporte dans le récit contribue à l'immersion dans les affaires dont elle nous parle. Sa série Dans la peau d'une victime m'a vraiment intéressé, je vous la conseille vivement pour son concept original et l'implication que la narratrice, désolé je ne connais pas ton prénom, y met.
Actuellement, Salvacrim compte 958 abonnés, alors je compte sur vous pour aller découvrir son travail et lui donner de votre force bienveillante. Troisième coup de pouce du jour pour la chaîne Crime et Châtiment, dont mon camarade Révélateur X avait déjà parlé. La chaîne True Crime, animée par Laura, aurait dû faire partie de mes premiers coups de pouce, mais à mon âge, la mémoire vous joue des tours. Ce qui m'a marqué dans son travail, c'est le sérieux et l'application qu'elle apporte dans le traitement des histoires qu'elle raconte. Élocution sûre et claire, texte bien écrit, documentation et images d'illustration abondantes et bien choisies, et sujets toujours intéressants, même si certains ont été traités à de nombreuses reprises, ce qui ici n'est pas un problème, tant Laura sait y apporter une patte particulière. J'ai un vrai coup de cœur pour sa série de vidéos d'Halloween qui jetait des ponts entre de grands mythes ou histoires criminelles et certains films d'horreur. Là encore, sa chaîne existe depuis 1 an et compte à ce jour un peu plus de 2000 abonnés. Nul besoin de vous dire que ce n'est pas assez, alors hop, on fonce s'abonner les amis, ok ? Voilà, c'est la fin de ce petit Satsujin édition 35. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de vous abonner. Si, je vous vois là, vous qui regardez mes vidéos sans être abonné. Activez la cloche pour ne rien rater des sorties et rejoignez-moi sur mes réseaux sociaux, Twitter, Instagram et Facebook. J'y parle de l'actualité de la chaîne et y poste plein de photos de musaraignes. Si vous voulez et pouvez soutenir la chaîne, vous pouvez m'envoyer un petit pourboire sur Tipeee et Utip et aller faire un tour sur la boutique satsujin.fr où vous trouverez livres, CD et goodies dont un grand choix de t-shirts trop cool, enfin je trouve. Allez, je vous laisse, j'ai encore mon uniforme à repasser. Matane.